Allô. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette session qui sera consacrée à l'innovation financière en Afrique. Et, comment est-ce qu'elle est impulsée par les startups technologiques, les grands comptes, et comment concrètement aujourd'hui se crée un écosystème du financement de l'innovation bancaire en Afrique. Avant de passer la parole à nos panélistes, j'aimerais quand même rappeler qu'aujourd'hui, l'Afrique, s'il y a un secteur où l'innovation elle est permanente et elle est de rupture, et où les usages sont particulièrement importants, c'est bien le financement. Ça peut paraître paradoxal, mais tout d'abord, tout le monde sait bien sûr que l'Afrique a fait ce qu'on appelle un leapfrog, c'est-à-dire qu'elle est passée directement au téléphone mobile. Donc elle a gagné presque une génération si on prend le temps technologique qui va très vite, et qu'aujourd'hui le taux de pénétration mobile sur le continent africain il est de 70%. Ce téléphone mobile il est très important, ça va être un petit peu le fil conducteur de cette discussion parce que ça va être le vecteur de bancarisation des Africains, sachant que le taux de bancarisation en Afrique est l'un des plus faibles si on compare à d'autres régions du monde. Bill Gates, le philanthrope, avait dit que d'ici 2030, grosso modo, environ 2 milliards d'êtres humains seraient bancarisés, auraient accès aux services financiers, non pas en étant clients d'une agence bancaire, mais grâce au téléphone mobile, qu'il s'agisse du smartphone, qu'il s'agisse même des feature phones entrée de gamme grâce au SMS. Il faut savoir aussi l'avantage d'avoir cette bancarisation par les nouvelles technologies, par les SMS, ça permet en fait, donc, outre le fait d'envoyer et de recevoir des paiements, et j'expliquerai en fait pourquoi est-ce que cette innovation, c'était une innovation de nécessité qui partait d'un problème, mais ça permet aussi de faire rentrer des pans entiers de l'économie, qui était plutôt une économie informelle, une économie dans le noir, dans le formel. C'est le cas au Kenya. Aujourd'hui, au Kenya, grosso modo, un tiers, entre 30 et 40 un peu plus %. Ça varie souvent, c'est difficile, c'est un peu compliqué à mesurer. Ça, c'est la Banque centrale qui mesure ça, mais il y a plus du tiers du PIB, donc de la richesse produite chaque année au Kenya, passe par le transfert de paiement, ce qui est gigantesque. C'est-à-dire que des gens peuvent payer des salaires, en recevoir, et ça fait basculer, il y a un effet de bascule de l'informel au formel. Et ça, c'est massif. Quand on prend l'exemple d'autres pays, si on veut sortir du Kenya, on prend l'exemple du Sénégal, entre 50 et 60% de l'économie sénégalaise est basée sur l'informel. C'est massif. Je disais que cette innovation de rupture, cette disruption qu'est le paiement mobile, à son époque, c'était en 2007 au Kenya, elle a été conçue non pas parce qu'il s'agissait de suivre une espèce de mode, une espèce de tendance qui venait de la Silicon Valley sur le paiement mobile. Il s'agissait de résoudre un problème. Le problème, c'était comment aujourd'hui recevoir ou transférer de l'argent sans se faire agresser. Parce qu'avoir du cash dans ses poches à Nairobi, mais c'est aussi le cas à Lagos ou en Afrique du Sud, bah, ça peut vous coûter la vie. Et cette innovation qui consiste à avoir l'argent dans son téléphone et de le transférer avec un simple SMS et un code d'un point à un autre, de Nairobi à Mombasa ou de Nairobi à Masai Mara dans un village perdu, en 1 seconde, et ben ça, c'est une innovation de rupture. Aujourd'hui, je crois que plus de 80% des Kenyans, sur une population qui tourne autour de 38 millions d'habitants, a un compte M-Pesa. Non pas 1, 2 ou 3 puces, mais enfin, plusieurs puces M-Pesa. C'est-à-dire qu'avec M-Pesa, on peut envoyer et recevoir de l'argent, mais on peut aussi, il y a aussi des produits qui permettent d'emprunter, de faire des prêts bancaires avec ce service M-Pesa. Donc c'est-à-dire qu'on redevient un agent social. On est dans de l'inclusion financière et sociale. Donc c'est très important. Il y a 2 jours, le président du Rwanda était ici, Paul Kagame. Il faut savoir qu'au Rwanda, l'ambition affichée par le Rwanda, c'est dans les 10 à 15 ans, passer à une économie que l'on dit cashless. C'est-à-dire quoi? Une économie sans cash. Au Rwanda, l'ambition dans les 10 ans, c'est de numériser entièrement l'économie, de faire disparaître les billets de banque, ce qui est un challenge. Et ça, on va en parler avec nos panélistes, parce que la culture du cash est très forte en Afrique. Et
au-delà d'M-Pesa, au-delà des telcos, des grandes corporations, c'est aussi l'innovation, cette innovation de rupture, elle est aussi impulsée, portée par les startups, par les entrepreneurs du numérique, par les innovateurs. On a la chance d'en avoir dans ce panel. Je vais rapidement les présenter. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par Rania. Rania, qui est la CEO d'AfriMarket, qui vient tout droit de France et qui va nous présenter son concept de cash to goods, qui est aussi une innovation dans tout cet écosystème des remittances, des transferts de fonds entre la diaspora et les familles des pays d'origine. Elle va nous expliquer en fait la particularité de son innovation et en quoi elle répond à un vrai problème, puisque son business model, sa start-up est en forte croissance, non pas sur un, mais sur, je crois, 5 marchés en Afrique et en extension encore. Également, Moubarak Mouyika, qui est le CEO de Sagas, qui nous vient de Nairobi, du Kenya, et qui va nous expliquer comment, avec son produit, il facilite le passage de l'économie informelle à l'économie formelle de tout le réseau de petites entreprises kenyanes qui sont dans l'économie, dans le black, qui travaillent dans le black en fait, qui sont dans l'économie noire. Et comment est-ce que ce type d'innovation justement renforce grandement l'inclusion financière et l'inclusion sociale. Également, nous avons monsieur Faisal Akhdiri, qui est le directeur de Mastercard Africa, et qui va nous dire que l'innovation, ce n'est pas non plus que les startups qui innovent, il y a aussi les grands comptes, il y a aussi les institutions financières comme Mastercard. Et il va nous expliquer un petit peu quelle est la contribution de Mastercard Africa dans la création d'un écosystème du financement, du mobile banking en Afrique, et aussi quelles sont les collaborations possibles entre justement ce type d'acteurs institutionnels établis et des petites startups, des jeunes pousses qui ont peut-être 1 ou 2 années, mais qui proposent des solutions qui pourraient peut-être aussi challenger des géants comme Mastercard. Et enfin, Brian Richardson, qui est le CEO de Wizit. Wizit, qui est une startup qui nous vient d'Afrique du Sud, qui aujourd'hui permet à des Sud-Africains qui sont complètement éloignés de tout circuit financier et bancaire d'avoir justement cette bancarisation et cet accès aux services financiers et bancaires grâce justement à sa technologie mobile. Et Wizit, qui est parti d'Afrique du Sud, mais qui est aujourd'hui en forte expansion partout en Afrique, et pas seulement. Il y a aujourd'hui une internationalisation de Wizit en Amérique latine, notamment au Mexique. Et d'ailleurs, c'est avec Brian que je vais commencer. J'aimerais que tu nous rappelles un petit peu d'où est venue cette idée de lancer ce produit Wizit, qui, pour résumer en anglais, consiste à bank the unbanked, c'est-à-dire bancariser ceux qui sont complètement exclus des circuits bancaires. Quel est le problème, quel est le constat et le problème que tu as voulu résoudre, la solution que tu as apportée, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Wizit est en forte croissance, non pas seulement en Afrique du Sud, mais sur tout le continent. Merci beaucoup. Thank you, and thanks for the introduction. I'm going to be speaking in English, so if you need some of these, you should go and get them. I'll try and speak slowly as well. 12 years ago, when we launched Wizit in South Africa, I was told I was crazy, I was mad, I was from another planet. Nobody in their right mind would ever do a financial transaction on a mobile phone. And I guess one of the things about entrepreneurs, if you challenge them, they're going to respond and not run away. And one of the bank regulators, in a meeting I had with him 2 weeks ago, said, "Would you do it again?" It's been a tough road. It hasn't been easy. And I will say to you, if it was easy, everybody would be doing it. We started out with a very simple question. Why, out of a population of 7 billion, do we have 3 billion that do not have financial services? Bringing it closer to Africa, a continent of 1 billion people, 700 million do not have access to financial services. And I guess the simple question that got us started was, why?
Why do you have this crazy state of affairs? And remember, we are in 2015. We are not in the dark ages. And the research that we did boiled down to what I'd call the 3 A's. The first A, affordability. Banks are seen as expensive. And please remember, perception is reality for most people. So whether they are or not, that's not the debate. The perception is banks are expensive. The perception is I need to be employed in order to have a bank account. The perception is I need to bring a copy of my salary slip in order to open a bank account. I need to have money in order to have a bank account. Now, none of those may be true, but the perception is that it's true, that it's expensive. If I put $100 under my mattress, in 6 months' time, I put my hand under the mattress, I take the $100 out. I put that same $100 into a bank account, and the market's got a lovely expression. They say, the bank eats my money. So monthly fees every month, whether you use it or not, they get taken. So the $100 is no longer $100. And that low end of the market, that unbanked market, may not be that educated. They may not be that sophisticated, but one thing I can promise you, they are not stupid. They understand the value of money. The second A is around accessibility. Branches are incredibly expensive to run. Branches tend to be in highly populated areas. And I make myself very unpopular and I'll be controversial, but branches have got a limited future, as we know it. I cannot remember the last time I was in the branch of my bank. It was probably 22 years ago. I have no need, I have no desire to go to the branch of my bank. I need banking services, but I do not need to go to a physical bricks and mortar infrastructure. And the sooner bankers can get around that, because in their head, bank equals branch. You cannot do banking without a branch. Now that thinking might have been true in the 1950s. It is not true today, but it does take bankers some time to move ahead with the times. So accessibility in rural areas, in a place where I live, and I would hardly describe it as rural. I travel through to Sandton, which is the financial capital in Johannesburg. My office is there. I travel every day. The nearest branch to where I live, which is farming communities, is probably 25 kilometers away. How do the unbanked get there? One thing I do know, they don't jump out of their bed, get into their Mercedes and drive to the bank. They wait for taxis, they will walk, they will ride a bicycle. It's a long way away. And very closely linked to the accessibility is availability. I don't know what the hours of a bank branch in Morocco is, but in South Africa, they open at 9 o'clock and they close at 3 o'clock. In Myanmar, where I was recently, they open at 9 o'clock and they close at 2 o'clock. I ask you, when do most people work? Again, I'm not sure in Morocco, typically 8 to 5. So when are they meant to get to the bank? You might argue lunchtime. When do the staff in the branch of that bank take their lunch? At exactly the same time. And the fourth, and it's not an A, is an R, and that's relevance. And I really do think it's time that bankers in particular realized that the needs and requirements of the low end of the market are not necessarily the same as the needs at the top end of the market. And to keep throwing out and spewing out the same old products, the same old services that may be appropriate for the top end of the market, they may not be appropriate for the bottom end. We believe that if we could address those three challenges, we would have a chance of making a difference on financial inclusion. And when we spoke to our friends and colleagues in the so-called Western world, all of them said, internet banking, that is going to solve the problems of the unbanked. Well, it just shows you how little they know about developing and emerging markets. But it wasn't a giant leap to go from internet and laptops to mobile. People may not have shoes, but they have a mobile phone. And we believed that if we could try and do something around that,
it could help enormously. Today we're in 11 countries, we have 7 million customers. We were the first to develop a technology known as USSD, which enables even the most basic, most primitive, bottom end of the market cell phones. It enables people to do transactions, it enables people to send money, it enables people to save money, it enables people to get loans, it enables people to get micro-insurance products and services. So we've got a long way to go, but we reckon with willing partners and people who share the same type of passion and commitment, then we've got a chance. Some of the challenges as a small operator, and I could regale you with story after story after story, were enormous. Because this ecosystem, we need the banks. We need the regulators and support of these central banks. We need the mobile network operators as a channel, and I emphasize that point, and I'm sure we'll debate it a little bit further on. We need the retailers. It is mindless to have people walking into a little retail store to get their cash out. And then they spend that same cash in that same store to buy goods and services. Something's missing. So we need to have the retailers on board. And as you mentioned in your introduction, the enemy in all of this is cash. And I'll just leave you with one concluding thought. In 2004, the banks owned, if I may use that word, 100% of the payment space. I'm talking about payments other than cash. So if you were going to make a payment in any other way except with cash, it had to be done through something that was provided by the banks. In 2014, a year ago, that number had reduced to 75%. By next year, 2016, it'll reduce to 50%. So banks, traditional banks, are losing their stranglehold on the payment system. And it'll be very interesting to see how they are going to react. Their perception has always been there is no money at the bottom end of the pyramid. It doesn't meet our financial strategic objectives. We've proven over 12 years, every one of the 9 countries in which we operate run an incredibly profitable channel, utilizing mobile at the low end of the market. And we've made a difference, albeit small, but we reckon there's a long way to go, and we have a proven model that can make it work. Are you present in Morocco or in North Africa, or just in sub-Saharan Africa? At this point in time, in sub-Saharan Africa, I've made a few visits to Morocco. We'd obviously like to look at this market. We reckon there's huge opportunities, but essentially sub-Saharan Africa. OK. I think we can, je crois qu'on peut l'applaudir pour sa présentation. Merci, Brian. Je vais tout de suite parler à Rania. Rania qui nous fait l'amitié de venir ce matin depuis Paris pour participer à ce panel. Donc Rania et son entreprise, sa start-up qui s'appelle AfriMarket, sont en train de littéralement créer un nouveau marché et d'évangéliser un nouveau concept qui a une traction assez impressionnante, en tout cas si on regarde leur business à eux, qui est le cash to good. Traditionnellement, le schéma traditionnel du marché, du business des remittances, des transferts de fonds de la diaspora, c'est on envoie une somme de Paris vers Rabat ou de Paris vers Alger ou de Paris vers Dakar. La famille le réceptionne. Au passage, l'opérateur prend une commission qui est pas négligeable et ça s'arrête là. Rania, AfriMarket, la solution que propose AfriMarket, c'est que lorsque la famille envoie du cash depuis un point en France vers sa famille en Afrique, sa famille va retirer non pas du cash, mais des biens de consommation, des médicaments, aussi des matériaux de construction pour construire la maison. Et ça, c'est une vraie innovation parce qu'en fait, on sort du schéma un petit peu traditionnel qui est d'envoyer de l'argent, mais là, non seulement on envoie de la valeur, mais c'est de la valeur qui n'est pas gaspillée et qui est tout de suite utilisable pour la famille, qui impacte directement. Alors, parle-nous un peu d'AfriMarket, d'où est venue cette idée, et aujourd'hui, où ça en est en termes de traction, en termes d'expansion. J'imagine que vous n'êtes pas concentré que dans un pays, mais vous êtes un peu partout maintenant.
Voilà. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous parler de mon expérience et d'AfriMarket, la première solution de transfert d'argent en cash to goods. Donc pour revenir un peu au sujet de la table ronde, qui est la bancarisation en Afrique, ça intervient vraiment aujourd'hui comme une source d'opportunité pour différents types d'acteurs. Quand on regarde les opérateurs de transfert d'argent traditionnels, eux sont très heureux justement que le taux de bancarisation en Afrique soit inférieur à 10%. Parce que pour envoyer de l'argent, comme le disait Samir, il y a la possibilité d'envoyer du cash to cash. J'envoie de l'argent et je récupère de l'argent à l'arrivée. Mais dans les pays européens et dans les pays occidentaux, le réflexe est d'envoyer du cash to account. Mais comme il n'y a pas de account en Afrique, justement avec un taux de bancarisation très faible, les opérateurs de transfert d'argent traditionnels interviennent comme l'opportunité unique. Donc on envoie de l'argent et on récupère de l'argent forcément. Donc aujourd'hui, notamment vers l'Afrique, c'est 60 milliards de dollars qui sont envoyés tous les ans par la diaspora africaine résidant en dehors du continent africain vers l'Afrique. Et sur cette manne financière énorme, justement, les opérateurs de transfert traditionnels comme Western Union, MoneyGram, qui d'ailleurs à eux deux se partagent 75% du marché, prennent jusqu'à 12,5% sur chaque transaction. Alors que la moyenne mondiale, pour envoyer de l'argent vers l'Asie du Sud-Est, par exemple, c'est 5%. La moyenne mondiale pour envoyer de l'argent d'un point A à un point B, c'est 8%. Donc il y a vraiment un gap sur la tarification parce que justement, il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer de l'argent via les opérateurs de transfert d'argent traditionnels. Aujourd'hui, quand même, l'apport de la diaspora est quand même une ressource stable pour les pays et toujours en pleine croissance. Donc quand on regarde structurellement ce marché, qui est très cher justement pour le client, et en plus de ça, quand on étudie de manière plus fine où est-ce que va l'argent qui est envoyé par la diaspora, il est destiné dans 40 à 60% des cas, selon les pays, d'opérations, à financer les besoins courants. Par besoins courants, j'entends besoins alimentaires, santé, investissements productifs et non productifs. Donc sur ce constat-là, on s'est basé sur des coûts de transfert très élevés vers le continent africain et les recommandations de la Banque mondiale qui soulignent que si on divise de moitié ces frais de transfert à 5%, on pourrait remettre 4 milliards de dollars au sein des migrants africains qui pourraient être réinvestis autrement, soit dans le capital humain, soit dans d'autres choses tout aussi productives. Et de ce constat-là, on a proposé une solution de transfert d'argent en cash to goods qui assure à l'envoyeur que l'argent est dépensé à bon escient. Donc c'est un peu comme un tiers de confiance. Donc AfriMarket, c'est la première solution justement qui propose un service de ce type. On envoie de l'argent et à l'arrivée, on ne récupère pas de l'argent, mais on récupère des produits et des services. Comment c'est possible? Donc on recrute des clients africains en Europe et on déploie des réseaux d'affiliés, donc des retailers, des magasins alimentaires, des pharmacies, des hôpitaux, des matériaux de construction, comme tu l'as dit Samir, et plein d'autres services. En fait, la gamme de services va vraiment dépendre de l'appétence des clients à avoir envie d'envoyer dans tel ou tel type de service. Et selon les pays d'opération, on va beaucoup s'adapter à la culture locale. Notamment au Sénégal et en Côte d'Ivoire, on propose pour l'Aïd Kibir, la Tabaski, la possibilité de payer directement le mouton. Pour le Grand Magal, qui est la grande fête des Mourides, on propose de payer directement un bœuf. Donc selon les pays d'opération, on va articuler le service à la demande du client. Donc aujourd'hui, AfriMarket, oui, effectivement, il y a 3 ans, ça n'existait pas. On a lancé le service sur le premier pays en Côte d'Ivoire en septembre 2013 avec l'aide d'investisseurs, de business angels de la place parisienne comme Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon, donc les présidents de Free et Vente Privée. Et on a lancé progressivement en Côte d'Ivoire, au Sénégal, puis au Bénin. La solution, et enfin au Togo et au Cameroun. Aujourd'hui, on est présent dans 5 pays, dans plus d'une trentaine de villes, avec un réseau d'affiliés de plus de 300 affiliés, dans les différents types de services, ça va de l'alimentaire à la santé, en passant par l'électroménager. Il n'y a pas de limite au modèle. Et suite à la demande des clients, on a également lancé une offre de e-commerce. Parce qu'effectivement, les envoyeurs ont envie d'aller encore plus loin dans l'allocation des fonds envoyés. Donc au-delà de pouvoir envoyer 100 € qui vont être dédiés dans un réseau de magasins affiliés, je veux pouvoir choisir les produits qui seront eux-mêmes livrés. Donc on a développé une plateforme de e-commerce où les envoyeurs qui sont en Europe, sur l'espace économique européen, sont capables de choisir parmi notre catalogue de services. Aujourd'hui, on a un peu plus de 3000 références par pays, les produits qu'ils souhaitent livrer à leur famille et on effectue la livraison également dans le pays d'opération. On a un footprint aujourd'hui
qui est spécifique à l'Afrique de l'Ouest francophone. Et on a vocation à s'étendre dans les 2 prochaines années également à l'Afrique de l'Ouest anglophone. On a également le soutien du groupe Orange, donc, qui a participé à notre dernière levée de fonds. On a levé 2,5 millions d'euros début d'année pour installer la solution, renforcer l'entreprise. Et aujourd'hui, on a des filiales dans chaque pays d'opération. On est un peu plus de 45 collaborateurs qui permettent justement de faire en sorte que le service marche. Effectivement, la partie opérationnelle est pas la plus facile, notamment les problématiques de livraison de produits frais en Côte d'Ivoire ou livraison au dernier kilomètre. C'est des problématiques africaines qui sont assez importantes. On peut l'applaudir. Rania, j'ai une question par rapport justement à ce qu'on disait aussi avec Brian, c'est que cette culture du cash qui est très forte en Afrique, du Nord comme en Afrique subsaharienne, comment est-ce que justement vous y êtes pris pour, entre guillemets, éduquer le marché? Comment est-ce que vous êtes reçus, par exemple, par les familles qui s'attendaient peut-être justement, qui sont habituées à recevoir de l'argent, et quand ils voient qu'ils reçoivent des médicaments ou de la nourriture, peut-être qu'ils peuvent réagir un peu bizarrement. Comment est-ce que ça marche? Effectivement, donc c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la solution marche parce qu'on aligne les intérêts des différents acteurs de la chaîne. Dans la chaîne de valeur, il y a 4 parties prenantes. Il y a l'envoyeur qui, lui, donc, paye moins cher, donc avec une tarification à 5%. Le bénéficiaire qui a accès à des produits de qualité et en plus qui a accès à des nouveaux produits. Au départ, on pensait que le bénéficiaire serait un frein dans le modèle parce que forcément, moi j'ai l'habitude de recevoir de l'argent, on m'envoie un sac de riz ou on m'envoie une allocation dans un type de réseau de magasins partenaires, je vais forcément peut-être avoir un petit point de blocage. Donc le challenge initial, ça a été vraiment déjà d'opérer et d'avoir un service qui était irréprochable à l'arrivée, parce que je vous laisse imaginer que le bénéficiaire s'accroche au moindre changement dans le process initial pour dire non, ça marche pas, c'est du scam, c'est une fausse solution. Mais en plus de ça, le bénéficiaire, aujourd'hui, prenons l'exemple de quelqu'un qui est dans la région du fleuve Sénégal, donc la région de Dakar, qui est complètement donc pas bancarisé, qui n'a pas accès à des services financiers et encore moins accès à des services de retail. Donc cette personne-là, aujourd'hui, elle est éligible à recevoir, grâce à notre solution, par les membres de sa diaspora, des sacs alimentaires, des sacs de ciment, des matériaux de construction, des produits électroménagers. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Donc on apporte vraiment aussi aux bénéficiaires un service innovant et un service. Aujourd'hui, en Afrique, dire à quelqu'un tu peux te faire livrer dans n'importe quelle zone géographique de ton pays, notamment dans nos pays d'opération, donc en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Cameroun et au Bénin, dire tu peux te faire livrer du produit de ton choix, ce que tu veux dans n'importe quel endroit. Avant, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Donc c'est vraiment un service à valeur ajoutée qui est apporté aux bénéficiaires. Et en plus, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça permet aux bénéficiaires de ne pas se balader avec de l'espèce. Donc par exemple, s'il doit recevoir, non, c'est un use case qu'on a assez fréquemment, c'est moi, j'envoie tous les mois de l'argent, j'envoie 50% de mon salaire pour construire ma maison en Côte d'Ivoire. C'est le rêve africain, en fait. Chaque migrant qui travaille en Europe a cet idéal de construire sa maison au pays. Donc il peut envoyer tous les mois 50% de son salaire, donc qui gagne un SMIC, 50% de son salaire qui va être distribué justement pour l'achat de matériaux de construction et venir 3 ans plus tard ne trouver ni l'interlocuteur à qui il envoyait de l'argent, ni la maison forcément. Et c'est une solution justement qui pallie à ça et qui évite de se balader aussi avec des sommes d'argent assez importantes. Alors, tu dis que tu viens de lever 2,5 millions, oui, et que Western Union et MoneyGram représentent 70% du marché des transferts de fonds. Est-ce qu'ils ont du souci à se faire Alors, c'est un marché qui est, je pense, qui est très... Déjà, c'est un marché qui est énorme. C'est 60 milliards de dollars. Les Uber de Western Union. Donc, c'est un marché qui a 60 milliards de dollars, donc il y a de la place pour tout le monde. D'autant plus qu'il y a
justement ce manque de bancarisation, je pense que c'est aussi un atout pour le continent africain, parce que il y a des solutions nouvelles et des nouveaux business models qui se créent. Donc tout à l'heure tu parlais du cash to cash, nous on est sur le cash to goods, mais maintenant il y a plein de nouvelles solutions, donc comme le cash to mobile wallet notamment, qui est de plus en plus cross-border. Donc aujourd'hui le mobile wallet, le cas dont parlait Samir tout à l'heure, le cas MPSA, c'est le cas d'école. On envoie de l'argent depuis un téléphone sur un autre téléphone. Mais aujourd'hui, c'est possible de le faire aussi, par exemple, entre deux pays, entre deux opérateurs, et bientôt entre l'Europe et l'Afrique. Donc il y a plein de nouvelles opportunités, justement, qu'offre ce manque de bancarisation, où les acteurs télécoms ont quand même un rôle très fort à jouer, parce que le taux d'équipement des téléphones portables est de 75%, donc forcément c'est la ligne conductrice, et c'est la base, c'est le socle de tous les nouveaux business models. Nous aussi, pour le retrait, on utilise le téléphone portable, parce qu'effectivement, tout bénéficiaire est éligible, que ce qu'il ait un feature phone, un smartphone ou tout type de téléphone et tout type d'opérateur. Donc je pense que oui, on a un rôle clé à jouer sur l'Afrique de demain, sur les nouveaux business models qui sont apportés, mais je pense aussi qu'il y a de la place pour tous les acteurs, et ça ne sera pas forcément j'aimerais bien dans un monde utopique dire oui, c'est la fin du duopole et des acteurs et des mastodontes du secteur, mais il y a de la place pour tout le monde, je pense. C'est un marché qui est d'ailleurs lui-même en pleine croissance. On gagne des points de croissance tous les ans, donc je pense qu'au contraire c'est bien pour nous, pour les prochains opérateurs qui vont se positionner. Il y a aussi de nouvelles initiatives sur le cash to airtime. On peut recharger depuis l'Europe le crédit téléphonique. Et ça, c'était aussi une monnaie parallèle, parce que justement, les gens s'envoyaient entre eux le crédit téléphonique. Donc il y a plein d'opportunités, et je pense qu'on est encore au début de la création des nouveaux business models. Début de la création de l'écosystème du financement d'Afrique. Merci Rania. Je vais maintenant tout de suite me tourner vers mon ami Moubarak, Mouika, qui vient de Nairobi. Alors, je vais te poser deux questions. Tout d'abord, en tant que Kenyan, je pense que ça intéresserait vraiment tout le monde de savoir quel fut l'impact du paiement mobile de la révolution M-Pesa sur la société kenyane. Avant que tu nous parles après de ta société Sagas, ta start-up, c'est comment est-ce que le paiement mobile a transformé les usages des Kenyans grâce justement à M-Pesa. Est-ce que toi tu l'as ressenti, est-ce que tu as vu l'impact? Est-ce que tu peux nous faire partager un peu le changement que ça a eu sur vos vies? Good morning everybody. Good morning everybody. Can you hear me? Vous devez appuyer sur... Can you hear me? Good morning, everybody. I'm Mubarak, and I'm from Kenya. In Kenya, the main thing that's been key for transformation of innovation has been the M-Pesa concept. The M-Pesa concept has created a situation where the unbanked population are now able, one, to have a track record of what they're doing, to access funds by way of borrowing, and three, even enter a situation where they can even save money without ever needing a bank account or even having access to any financial institution. So M-Pesa started about like 6 years ago, and the main reason why it started out is that the ratio of ATMs to the population is very low. That's for every 100,000 people you meet, they have access to one ATM. So you find literally every bank, people have to queue for very long hours. And then again, even when they queue, there are also limits, which M-Pesa has been able to solve by increasing, one, the amount that you can withdraw. And then two, the main reason also was because of insecurity. We have a situation in Kenya where it's difficult for people to work with large amounts of money because of insecurity, and that was mainly evident when we had post-election violence in Kenya. So it created a situation where people are constantly aware, people are constantly living in fear of walking around with money, and the only and quickest
the only quickest and safest way to do it is by using M-Pesa. So and it's even now created a situation where a business that is maybe even 100 kilometers from a bank will never need a bank. They can just buy a phone of $20 and then they are good to go. They can borrow money, save money, and they have everything. So about myself, I run a company called Zages. And I started Zages like about 3 years ago when I was 19 years old. And the main reason why I started Zages is that we were in this situation where we had multiple businesses, especially in Kenya, that have access to finances. They can borrow, yes, but they do not have the systems to run the business properly. For example, just simple things like being able to invoice customers. And the main invoice systems which exist in Kenya, for example, are things like QuickBooks, which is an American company and does not have the M-Pesa inclusion. So we had this situation where very small businesses or even businesses which have been using M-Pesa primarily now are not able to bill customers, keep records of customers. So what we did is that I came up with a team. I came up with a team in which we built a product that allows businesses to be managed on a mobile phone and on the web. What happens is that businesses just create an account on Zages. And then we've divided how businesses use the product into industries. So you'd say like you have a Zag app for a supermarket in Kenya. You have a Zag app for a supermarket, let's say in Tanzania. The difference between those two systems on one platform is that you have the same accounting system, but it only works with the laws of a particular country. Now, like if you're in Kenya, you'd be able to run the accounting system without ever needing an accountant in Kenya. If you're in Tanzania, you'd run the same. And then, so that has now enabled us to access more than 8,000 businesses, mainly in Africa, who've signed up for our product and are now using our product to be able to transform their businesses and keep records and also maintain a level of efficiency which they could not achieve, especially with the solutions that are already in the market. So with that now, our focus has been to make software for small and medium-sized businesses basic and accessible to all, in that anyone who is looking to start a business and they cannot afford the solutions in the market, they just sign up on Zages and they use the free trial. And with businesses that have already been established, they can just we have a situation where a Zag app can be copied without you copying the data, in such a way that you say this is a supermarket. And it started out by using accounting that has this and this. So I am a startup, and I would like to have all the procedures and all the metrics for me to run a supermarket. So how do I use the same system? So in that situation now, we've done that for ISP, internet service provider companies, interior design companies, where a small business that is just starting out, they just sign up on Zages, and you're good to know. You need to enter records of a customer here. You need to send an invoice here, and then so that's typically what Zages has been about. So from what we are looking to do in the future and what we've done in the short term, we have our offices based in the Silicon Valley, that's in San Francisco, and we're also based in Nairobi. The main reason for this is the US is a strategic point in which we are using to leverage as a growth strategic point to other African markets. So where we are starting translation, especially to French and Arabic of our system, so that anyone who is looking to start a business, all you just need to do is sign up on Zages, and then you have a simple basic system that you would not need any technical documentation or anything complex for you to understand, and you can just send invoices simply. And even when you don't have a computer, all you'd need to use is a technology like which he mentioned earlier is USSD, where like if I have a new customer, you just send an SMS from your phone, even from a phone that's been bought
for $20. Just send the name of the customer and then it would update on the system. So at the end of the month, if you start comparing businesses that have QuickBooks, a business that has a complex ERP system, and you, the simple person who was just sending SMSs, you've been able to achieve the same level of efficiency because you've kept your records all the way and at a minimal cost, and you are able to access the same facilities as a bigger business. So with that now we have 8,000 customers, and most of our customers are based in Kenya. And we have few customers from different parts of Africa, like we have a few customers in South Africa, we have a few customers in Nigeria, and also the US. So that's where we are, and we are looking to make it easy and basic for anyone starting to access SMB software. Thank you, merci. Donc si je comprends bien, des entreprises marocaines pourraient utiliser Sagas, les services de Sagas, puisque vous allez traduire en français et en arabe. Yes, so we've been able to do the translation for French and Arabic, but our expansion into markets is based on two things. Number one are the laws and taxes. So in situations like where like for example, we've implemented a system for a ZAG, which is we call it a ZAG app for a barber shop in Kenya. So what that does is that a barber shop that is running in Kenya, they can keep records and also file taxes directly with the Kenya Revenue Authority. So our expansion into this market involves using the same system and working with the laws currently, for example, in Morocco. So what we've done, we have our system in French, but it is not compliant to the laws yet. And we are looking into a situation where this is a market we are going to expand to, especially by customizing our ZAG apps. And then the main thing which we solve is this: since we are a product for mass market, we create a solution that is complete, so that if I'm a customer who is signing up and I use a system and I want a new feature, you will not be able to get the new feature on request. You only use the system as complete as it is. So like the first 10 businesses we are going to get in Morocco, those are the ones we'll use for the rest of the businesses in the whole of Morocco, without solving the issue of support and without a business ever needing to worry about any issues related to support. Yeah. Ok, merci Moubarak. Alors maintenant, je vais me tourner vers Faisal Khdili, qui est le patron de Mastercard Africa, qui va qui va être notre dernière intervention. Donc, alors Mastercard, là, c'est de l'institution, c'est pas de la start-up qui a été créée il y a 2 ans et demi. Quand tu vois un peu toutes ces innovations, tous ces entrepreneurs qui essayent d'apporter des solutions à des problèmes qui sont massifs, il parlait de la sécurité, avec du cash on peut se faire agresser, le fait qu'il y ait des millions et des dizaines de millions qui sont complètement allés des circuits bancaires, et qui apportent des solutions qui marchent, qui ont de la traction, ils arrivent à lever des fonds. Comment est-ce que Mastercard se positionne par rapport à cet écosystème qui est en formation? Quelle innovation vous apportez? Et quelle collaboration aussi vous pouvez imaginer avec ces startups africaines pour bâtir ensemble en fait cet écosystème? On est au tout début du financement et de la bancarisation africaine. Très bien, merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne vais pas vous faire la khutba du vendredi. Humblement, je vais vous faire une petite intervention sur Mastercard et évidemment comment on travaille avec les startups. Mais d'abord, peut-être juste en amont, un peu comme l'a fait notre collègue de visite, 7 milliards d'habitants, 5 milliards d'adultes, à peu près de plus de 15 ans, 3 milliards de personnes qui ont accès à des services financiers limités ou pas accès du tout, et 2 milliards qui n'ont pas accès du tout. Ces 2 milliards-là sont un petit peu partout dans le monde, et notamment, bien entendu, en Afrique. Rania disait très bien que le taux de bancarisation en Afrique est très limité, même s'il y a des diversités, en termes de bancarisation. Le Nord, il est peut-être autour de 50%. Si on descend à l'Afrique subsaharienne, c'est 10% dans l'UEMEA notamment, et même jusqu'à 6-5% au niveau de l'Afrique centrale.
Alors, évidemment, ces personnes-là sont exclues parce que c'est économique. Une banque ne peut pas ouvrir une agence bancaire avec un chargé de clientèle, un directeur d'agence, un guichetier partout dans les régions, dans l'Atlas au niveau du Maroc ou au Sénégal, dans les coins les plus reculés. Et donc là, eh bien, on va utiliser les technologies qui sont aujourd'hui, qui se développent de plus en plus, notamment la technologie du mobile, de l'Internet également. Et bien entendu, les startups ont compris ce challenge-là très tôt. Rania est en France et elle voit très bien ce que vit la population immigrée là-bas, qui travaille pour envoyer de l'argent à leur famille, parfois pour leur survie. Et évidemment, payer 12,5%, ce n'est pas économiquement viable lorsqu'on gagne le SMIC ou lorsque même on n'est même pas déclaré qu'on gagne encore moins que le SMIC. Donc ouais. Donc ces startups, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, Mastercard regarde ces startups et investit parfois avec des startups lorsque c'est, comme on dit en anglais, scalable. C'est-à-dire que l'on peut généraliser ces solutions-là au plus grand nombre et non pas être limité à une région ou un corridor particulier, si je parle par exemple de la France avec le Mali. Alors justement, comment Mastercard capitalise sur son réseau? Mastercard, c'est pas juste une carte, parce que je suis sûr, si je vous pose à vous la question, qu'est-ce que Mastercard, vous allez me dire, c'est une carte très haut de gamme et je peux pas y accéder. Pas du tout. Mastercard, elle est pour le très haut de gamme et elle est également pour la personne qui n'a pas de compte ou qui gagne pas d'argent ou qui reçoit même simplement des aides sociales du gouvernement. Eh bien, c'est un réseau de 23 000 institutions présentes dans 210 pays. C'est maintenant 35 millions de commerçants. Donc, on disait qu'il y a 2 milliards d'individus qui n'ont pas de compte bancaire. Et si l'on ajoute à cela l'économie informelle, et en Afrique, l'économie informelle, elle est très importante, 50%, 60%, il y en a même qui parlent de 70, 90%. Toute cette économie informelle échappe au gouvernement, les taxes, etc. Cette économie informelle et cette circulation du cash facilite le financement du terrorisme, facilite les trafiquants de drogue, facilite toutes ces activités illicites et dangereuses pour le monde. Alors, comment on peut faire pour capitaliser sur la technologie et sur l'innovation pour adresser ce challenge-là majeur? Eh bien, à titre d'exemple, le mobile, c'est vrai que c'est une des solutions. M-Pesa, c'est la grande star. D'ailleurs, Samir le disait en introduction, l'Afrique est le pays le plus innovant en matière de solutions de paiement mobile. L'Europe essaye de faire comme ça, de lancer des solutions de paiement mobile, mais ça ne marche pas très bien. L'Afrique, ça marche parce qu'il y a un besoin. Donc comment faire, et notamment par rapport au paiement mobile? Le téléphone mobile, jusqu'à présent, on l'utilisait, ou jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on l'utilisait pour envoyer des SMS, pour téléphoner. Il a fini par être complètement indispensable. Vous tous ici, vous avez un téléphone portable mobile. Qui c'est qui n'a pas de téléphone mobile ici? Qui a un téléphone mobile ici? Levez la main. Bon, voilà. Tout le monde a un téléphone mobile. Je lisais récemment dans les statistiques de GSMA qu'en Afrique subsaharienne, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, qui est un marché un peu plus développé, où c'est même plus que 100%. Au Maroc, on parle de 130, 140%. Les personnes ont plusieurs téléphones. Et en Afrique subsaharienne, c'est 350 millions, notamment subsaharienne, Afrique de l'Est, si j'enlève l'Afrique du Sud, Afrique de l'Est et de l'Ouest, c'est 350 millions de personnes qui ont un téléphone mobile. Et puis si j'élargis sur toute l'Afrique, c'est plus de 9 personnes sur 10 qui ont un téléphone mobile. Alors comment on peut capitaliser sur cette masse pour justement adresser cette exclusion financière ou les challenges de l'inclusion financière? Eh bien, c'est cette question que l'on s'est posée lorsque le gouvernement d'Égypte, le ministère des Finances, plus exactement, et la Banque centrale d'Égypte nous a demandé de les assister à développer une société égyptienne financièrement plus inclusive. Et pour ce faire, on a travaillé avec un switch national. Un switch, c'est un centre de routage des moyens de paiement électroniques. C'est comme ici au Maroc, l'équivalent du centre monétique interbancaire, par exemple, que vous avez au niveau du Maroc. Eh bien, on a travaillé avec eux pour développer le premier portail de téléphone de paiement mobile au monde. Parce que l'expérience en paiement mobile, elle est un peu partout dans le monde. Et il y a des initiatives qui sont, disons,
approprié ou isolé au niveau des banques. Vous avez par exemple le Berid Bank ici au Maroc qui va développer El Berid Mobile Payment, mais il faut que vous détenez un compte El Berid Bank pour pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre qui doit détenir également un compte El Berid Bank. Vous ne pouvez pas envoyer à une solution de paiement mobile d'Etijari Wafa Bank ou une solution de paiement mobile de la BMCE Bank. Donc, BMCE Bank of Africa, pardon. Ils ont changé de nom récemment. Donc, voilà. Là, on a développé une solution, Samir, qui assure l'interopérabilité. C'est-à-dire que je sois d'Itisalat Égypte ou de Mobinil, ou que je sois de National Bank of Egypt ou Bank Messer, eh bien, je peux, avec les mobile wallets, tout à fait, les porte-monnaies électroniques, envoyer de l'argent partout. Ça a été récemment, ça a été lancé, c'est une première mondiale, ça a fait la une du Financial Times, du Washington Post, et ça s'est passé où? En Afrique, en Égypte. Ça ne s'est pas passé aux États-Unis, à la Silicon Valley, ça s'est passé ici. Justement parce qu'il y avait un besoin. Lorsque vous avez des Égyptiens qui font la queue pendant des heures pour aller retirer leurs aides sociales, ou que vous avez des Égyptiens qui font la queue pendant des heures pour payer leur électricité, ou qui doivent payer des sommes faramineuses à Western Union ou autres pour envoyer de l'argent à leur famille du Caire à Luxor, eh bien maintenant avec ce téléphone-là, ils peuvent s'envoyer comme ça de l'argent. Alors le téléphone mobile peut jouer un rôle clé, moteur, catalyseur du développement de la bancarisation, c'est-à-dire qu'avec le téléphone mobile, on apporte la banque, on apporte les services financiers de base à des personnes qui en sont exclues parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, encore une fois, parce qu'il est pauvre, parce qu'on n'en veut pas, il n'est pas assez rentable, parfois parce qu'il n'ose pas lui-même. Vous savez, à ce niveau-là, ce que vous apportez, ce n'est pas seulement une solution technique, une solution économique, mais vous donnez également, vous rendez également la dignité à ces individus parce qu'ils se sentent utiles maintenant à la société, ils se sentent maintenant vis-à-vis de la société productifs, ils peuvent être dans le formel. Et c'est important pour quelqu'un, son existence. Donc le mobile payment n'est pas le seul catalyseur. On va réfléchir sur comment on peut utiliser tout objet parce que maintenant on est dans un monde où tout est connecté. N'est-ce pas? On parle de tout. Maintenant, vous pouvez être chez vous, avoir votre frigo qui est connecté à une centrale d'achat, et lorsque votre litre de lait arrive à 25 centilitres, il fait une commande aussitôt du lait à la centrale d'achat qui vous envoie. Tous les objets deviennent connectés, et tout objet connecté devient un objet de commerce, devient un objet de paiement. Je peux payer avec, je peux transférer de l'argent avec, etc. Donc maintenant, comment utiliser, notamment en Afrique, des objets que l'on a tous les jours sur soi pour pouvoir avoir accès aux services financiers? Eh bien, comme la carte d'identité, justement. La carte d'identité, c'est quelque chose que vous avez toujours sur vous. La carte d'identité, maintenant, elle a même une forme qui ressemble à une carte dans les standards de cartes. Au Maroc, vous avez une carte d'identité comme ça, le permis de conduire également. Avec ce standard-là, elle est même à puce, avec une technologie qui peut, au niveau de la puce, avoir du paiement. C'est-à-dire que cette application n'est pas qu'une application d'identité qui prend toutes vos empreintes digitales, votre nom, votre adresse, mais également un compte au niveau de la puce. Eh bien, c'est ce qu'on en a fait au Nigeria. Au Nigeria, on a lancé avec le gouvernement nigérien et avec particulièrement la direction nigériane des cartes d'identité nationale, la première carte d'identité qui fait office également de carte de paiement. Et elle a en même temps 15 applications, c'est-à-dire que cette carte-là, elle est également une carte d'étudiant, carte d'électeur, permis de conduire, etc. 15 applications au niveau de la puce. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de faire un pilote, 13 millions de personnes âgés de 15 à 24 ans pour voir comment ils vont adopter et utiliser ce moyen de paiement avec comme objectif de l'élargir à 120 millions de personnes. En tout cas, c'est l'objectif que l'on a pour adresser les 2 milliards de personnes, qui sont exclues des services financiers. Donc, voilà une autre initiative où l'on utilise la technologie, notamment carte, puce, pour adresser l'exclusion financière. De la même manière, un peu plus en dessous, en Afrique du Sud, vous avez
la direction qui s'appelle SASA, South Africa Social Security Agency, donc l'agence de sécurité sociale sud-africaine, qui est amenée à distribuer plusieurs formes d'aide sociale, allocation familiale, allocation femme isolée, allocation handicapée, allocation d'étudiants, allocation chômage, etc. Toutes ces formes-là. Eh bien, on a travaillé avec eux pour lancer avec eux, de la même manière, une carte qui adresse cela. Je voudrais finir par une autre expérience, et je pense que c'est un case study qui est intéressant à écouter. Juste Moubarak doit nous quitter parce qu'il y a son avion. Ah, je suis désolé. Mais Okay. on va reprendre après. You can go because I think that you have to take your flight now. It's a pity. Thanks Moubarak. On peut l'applaudir. Alors, petite rapport. Oui, Faisal, on va conclure et puis après on va poser des questions. Moubarak, well done. It's a great initiative and I really congratulate you. I have a safe trip back. Thank you very much. Thank you. Donc voilà, pour finir. Ouais, je peux être son père, entre parenthèses, car il a dit, il y a 3 ans, je l'ai monté, il avait donc 19 ans, et maintenant il a 21 ans, moi j'ai le double, donc c'est quoi, j'apprécie de voir ces jeunes créateurs impressionnants. Donc juste pour finir, je voudrais parler maintenant de ceux qui sont complètement exclus. Là, c'est même pas, là on parle des gens, c'était des gens comme vous et moi, qui étaient en Syrie, qui étaient docteurs, qui étaient avocats, qui étaient employés, ouvriers, etc. Et subitement, avec ce chaos total qui s'y passe là-bas, eh bien, ils deviennent réfugiés. Ils perdent tout. Avec leur famille, ils se retrouvent dans des tentes, en train de faire la queue et avoir des tickets de rationnement, et notamment avec le World Food Programme, donc le programme alimentaire mondial, et ils reçoivent comme ça des aides. Donc là, on a touché également leur dignité, mais vraiment au plus profond d'eux-mêmes. Mettez-vous à leur place, vous, jeunes étudiants, ou moi-même, cadre, tranquille, cravaté, propre à moi. Eh bien, qu'est-ce que l'on a fait? On a travaillé avec le World Food Programme, donc le programme alimentaire mondial, pour essayer d'optimiser la gestion et la distribution de ces aides alimentaires. À travers comment? Et également une carte. On a émis une carte, donc une carte de paiement, et il y a eu, au lieu d'avoir des hangars avec des cartons de produits alimentaires qui nécessitaient évidemment une grande logistique, il y avait des gaspillages, des produits alimentaires qui périssent, il faut les transporter, les poids lourds, enfin ça coûte beaucoup, il y a de la corruption à ce niveau-là. Eh bien, on a donné une carte aux bénéficiaires en fonction du nombre de membres qu'ils avaient dans leur famille, ils avaient un certain montant. Et autour de ces camps de réfugiés, notamment on a lancé ça au Liban et en Jordanie, autour des camps de réfugiés, s'est monté un réseau de commerçants. Un réseau de commerçants, c'est-à-dire des commerçants, comme la Mahlaba d'ici, eh bien, il y a une opportunité, il y a des gens, ils ont de l'argent, c'est sur des cartes, eh bien, on va leur fournir leur huile d'olive, leur sucre, leur sel, leur pâte alimentaire, les pâtes, etc. Et donc ça a développé même un écosystème à ce niveau-là. Voilà un peu comment, à titre, avec mes illustrations, les case studies, si vous voulez, que je vous ai donné là à l'instant, qui sont en Afrique, mais ce qui ne touche pas que l'Afrique, entre parenthèses, hein, ça touche également le monde, parce que les personnes non bancarisées sont également aux États-Unis, sont également en Europe, où les personnes sous service sont également là-bas. Mais éventuellement, si ça vous intéresse, j'en parlerai. Mais voilà comment on travaille pour adresser l'exclusion. Je vais passer le micro au public pour essayer de recueillir au moins 2 questions. Mais, Brian, so if you listen si on écoute ce que le président de Mastercard présente, justement, de toucher le plus grand monde, la base de la pyramide, qui est éloigné du système bancaire pour les inclure, pour leur donner une identité sociale, une dignité. Vous pourriez travailler demain, vous pourriez collaborer avec Mastercard? Ah, vous le faites déjà. Bon. Okay. Right. Yeah, good question. And we have partnered with MasterCard in certain parts of the world, and I think what is interesting is it makes the intangibility of mobile phone services tangible because you support it with a companion card. My concern in emerging markets is that unless you have got an acquiring infrastructure, I can issue hundreds of millions of cards, but I may as well give it to my favorite charity because there's no way I can use it. So I need ATMs, I need a point-of-sale infrastructure, or else I'm dead.
The second interesting part, and far be it for me to debate the strategies of the card associations, but 10 years ago I used to go to my favorite restaurants and I used to pay with my card. Today I go to those same restaurants, I don't pay with my card anymore. I pay with my mobile. Why does the retailer like it? Because it does away with the interchange model. Now, I'm not criticizing the card association's model, but what it does do is add layers of additional mouths to feed. And the perception of the market, if we're saying that the enemy is cash, I take $10 out of my wallet, I get $10 of value. There's no perceived cost, there's no hidden costs. I get the $10 in value. If I use any other electronic means, be it a card, be it mobile, there are charges. But we need to keep those charges to an absolute minimum, and we need to try and eliminate as many of the different layers and different mouths to feed to try and get that going. I think in Kenya, where we heard they've got very limited infrastructure, mobile leapfrogged, if that's the right word, the card paradigm. They went straight from cash to mobile. There was no card intervention. So they've been able to emulate cash through a mobile transaction without necessarily the card. But at the end of the day, as I say, the card does give it tangibility. In countries where you've got the infrastructure, I think the two work very, very well together in terms of the card being for physical transactions where you are present, mobile for non-present transactions. Merci Brian. Alors, le temps est venu de voir un petit peu quelles sont les réactions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, très bref, pas de déclaration, c'est une question précise que vous posez sur les échanges qu'on vient d'avoir. Donc, il reste très peu de temps, je crois qu'il reste un peu moins de 5 minutes. On va essayer d'avoir 2 questions. Alors, c'est moi qui dois passer le... Bon. Très rapide. Bonjour, je suis Rachid Boudri. Je fais un master en management international. Ma question est pour M. Khdiri. Quelle sera la réaction de Mastercard face au développement colossal des moyens de paiement numérique? Et merci. Salam alaikum, Soufiane Ouaqa, cadre de banque et doctorant en stratégie. J'ai 2 questions. First one is for Mr. Richardson. Is about mobile banking. If we talk about Morocco, if the case of Morocco, don't you think that social interactions have a relevant role in the interaction between customer and the enterprise? You've talked about keyword, which is relevance. For some customers in Morocco, first of all, they don't know how to use the mobile, and second, there is the trust factor. If you give him a mobile, and if you give him a person in face-to-face interaction, I think he might prefer the social interaction. And la deuxième question, c'est pour Madame Belkaya. Qu'en pensez-vous de l'implantation de votre entreprise au Maroc quand on sait que la culture marocaine, c'est un peu, on préfère beaucoup plus du cash. On préfère de l'argent flou au lieu qu'il y ait de la marchandise. Et deuxièmement, est-ce que dans votre business model, vous ne pensez pas qu'il peut y avoir une perspective pour le B2B prochainement, peut-être? Ok, donc on Merci à vous. Merci. Après, on fera passer le micro, après. Donc, tout d'abord, vous, oui. Moi, si j'ai bien compris, la question, c'est face à la montée des nouveaux moyens de paiement, quelle est la stratégie de Mastercard pour contrer ceci, n'est-ce pas? C'est ça la question. Alors, une des problématiques, il le disait notre frère d'Afrique du Sud, c'est l'accessibilité, n'est-ce pas? L'accessibilité, que ce soit l'accessibilité géographique ou l'accessibilité également financière, c'est-à-dire que ça ne doit pas coûter trop cher. Alors, au niveau de Mastercard, et également un autre point très important, c'est l'aspect juridique. Comment on gère les litiges si une transaction a été faite et qu'elle est en fait frauduleuse, par exemple? Comment on gère les litiges dans un cadre de, disons, de petite start-up qui vient juste de se créer et d'avoir lancé ceci? C'est pas évident, hein? C'est pas évident la gestion des litiges. Alors que une compagnie comme Mastercard, elle a 40 ans, 50 ans d'expérience, depuis 66, en matière de gestion des litiges par rapport, en cas de, disons, litige par rapport à ces transactions qui sont effectuées. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin. Vous avez maintenant les banques centrales, comme la Banque centrale, par exemple, du Kenya,
il y avait beaucoup de problèmes. Autant ce produit M-Pesa, évidemment, c'est une réussite planétaire, mais autant la gestion des litiges n'était pas assurée de manière efficace, de manière juste, etc. Et ça, la Banque centrale, au niveau du Maroc, par exemple, et dans la plupart des pays, particulièrement les pays, disons, francophones, entre guillemets, ou influence française, comme le Maroc, le Sénégal, etc., les banques centrales sont vraiment hyper strictes par rapport aux moyens de paiement. Elles ne donnent pas comme ça des licences aux sociétés ou même aux start-up, etc. Il faut vraiment montrer que ce n'est pas évident. D'ailleurs, la France, elle a mis du temps avant de donner des licences à des sociétés, et ils appellent ça e-money, par exemple. Donc, par exemple, au niveau de la Banque centrale du Kenya, eh bien, nous avons travaillé avec la Banque centrale du Kenya pour développer la réglementation qui va régir les transactions de mobile de M-Pesa, donc qui n'a rien à voir avec Mastercard. Donc c'est pour vous dire que, bon, pour moi c'est évidemment c'est complémentaire, mais à un moment donné, on va arriver au problème de l'acceptation. Donc, il le disait. Sorry, again, what's your name? I need to pronounce your name. Brian. Yeah, Brian. Comme le disait Brian, en plus, quand on était petit, on apprenait l'anglais, my name is Brian. Hein, donc, on aurait dû se rappeler de Brian. Brian, comme le disait Brian, oui, il parlait de l'acceptation. Donc, c'est vrai que l'acceptation des cartes, elle est relativement limitée. Si je parle de 30 millions de commerçants dans le monde, et si on regarde l'Afrique, c'est 1 million de commerçants. Si on regarde le Maroc, c'est 30 000 commerçants qui acceptent seulement. C'est pas suffisant. La Mahlaba, elle n'accepte pas les cartes. Le petit taxi rouge, il n'accepte pas les cartes. Donc, mais on peut adresser ceci, Brian, avec le mobile. Parce que le mobile devient à la fois un moyen de paiement et à la fois un moyen d'acceptation. Et donc, à ce niveau-là, c'est des transactions de mobile payment. Et évidemment, Mastercard reste au milieu par rapport au switching, c'est-à-dire le routage des demandes d'autorisation, etc., mais également par rapport à la compensation, c'est-à-dire qu'on va créditer le compte du bénéficiaire de l'argent et débiter le compte de celui qui a payé. Donc, voilà. Et puis, si vous avez un exemple concret d'une menace, j'aimerais bien l'entendre et je vous répondrai par rapport à cette menace concrète. Mais d'une manière générale, on ne voit pas ça comme une menace. Voilà, merci. Rania, sur la question du cash, la culture, comment éduquer le marché? Alors, il y avait deux questions, il me semble. La première, c'était par rapport au cash et au marché marocain. Donc, bien sûr que c'est dans les perspectives de la société de se déployer au Maroc. Mais aujourd'hui, quand on adresse une diaspora d'Afrique de l'Ouest francophone en Europe, c'est complètement étanche à une diaspora maghrébine, marocaine, algérienne, etc. Donc, ça sera recommencé de zéro. Donc, pour ça, il faut les financements nécessaires et pour aussi se déployer dans la zone. Sur l'habitude, justement, je pense que sur chaque pays d'opération, on module l'offre par rapport à la culture locale. C'est sûr que les gens préfèrent le cash. Et de toute façon, c'est pas un substitut total au cash, c'est deux choses qui coexistent. Il y aura toujours le besoin d'envoyer de l'argent cash, mais c'est juste pour d'autres besoins, pour sécuriser. Quand j'envoie de l'argent pour des médicaments, je suis sûre que ça va être des médicaments d'une pharmacie qui est agrémentée, ça ne sera pas des médicaments achetés dans le circuit informel. Quand j'envoie de l'argent pour un hôpital, j'ai la caution que il y a le label de confiance de l'hôpital. Quand j'envoie pour la construction, je sais que c'est livré sur chantier. Après, selon les pays d'opération, on ajuste. Pour votre deuxième question sur le volet B2B, alors, on a aujourd'hui 2 sujets B2B au sein de notre entreprise. Effectivement, le service historique, c'est du B2C, où le client est basé en Europe. Mais on a également développé, bon, j'en ai pas parlé, on n'a pas eu suffisamment de temps, mais on a également développé, donc avec le groupe Orange, il y a 2 mois, en Côte d'Ivoire, en pilote, une solution de B2C dédiée en local. Donc, au lieu de prendre l'argent de la diaspora, c'est l'Ivoirien qui est à Abidjan, qui paye pour lui et qui se fait livrer, donc une solution de e-commerce. Et pour ça, justement, on propose à des marques européennes, à des marques qui ne sont pas présentes en Afrique, d'être une plateforme de test pour la marque. Donc je veux tester le marché africain et je veux avoir des études, une réponse, parce qu'il n'y a pas d'études de la consommation en Afrique, il n'y a pas, toutes ces données-là, elles sont manquantes, donc on fait du B2B à ce niveau-là. Et sinon, l'autre volet B2B qu'on adresse, mais le problème d'une start-up, en fait, c'est les ressources. On aimerait faire plein de choses, mais on n'est pas assez. Et il n'y a que 24 heures dans une journée.
Et donc le deuxième volet, c'est proposer notre solution en marque blanche sur d'autres corridors. Quand je parle de corridors, c'est France-Sénégal, France-Côte d'Ivoire. Donc on a été approché par plein d'acteurs, on a développé une technologie, on a développé une connaissance sectorielle, une connaissance du déploiement. Donc on l'a fait aujourd'hui dans 5 pays d'opération. Donc développer pour quelqu'un le même service, la même solution de cash to goods entre un corridor. Donc ça peut être États-Unis, Amérique latine, ça peut être France-Maroc, ça peut être plein de choses, soit en marque blanche, soit en semi-marque blanche. Donc la compagnie prendrait en charge donc son nom de marque, mais le rôle justement de cette solution en marque blanche, c'est que l'acteur B2B se focalise sur le recrutement client et le déploiement d'affiliés, et on s'occupe de tout le reste. Voilà. Brian, je pense que... Very quickly, the question around behavior and changing behavior, trust and credibility is incredibly important. Interesting survey that was done, only 6% of the population trusted the mobile network operators with their money as a deposit-taking institution. By far the majority, they mightn't like banks, but they actually trust banks. But getting back to the gentleman's question, it's around changing behavior. Those of you with children will know how difficult it is to change the behavior of your child. How do you do it? Only 2 systems, and I don't mean to offend psychologists, punishment or reward. Banks are quite good at punishing customers because they just charge them more, but we need to think more about the rewards thing. And then very quickly, the last point, the reaction of the card associations to the startups. There's a competitor to MasterCard, I can't remember its name, it begins with a V, that bought a small startup company. It was a competitor to Wizard called Fundamo. They paid $110 million for it and effectively closed it down over a period of 18 months. Now, I'm not saying MasterCard behaves like that, but it is an easy way to deal with competition. Je crois qu'on a encore... On m'a dit qu'on avait encore un petit peu de temps. Alors, le monsieur... Et alors, tout d'abord, poser la question. Après, oui, madame là-bas, oui. Alors, oui. Alors, le monsieur, madame là-bas, puis après, on verra si on a du temps. Merci. Merci. El Fergui Abdullah, président de la Confédération marocaine de la TPE et la PME. Ma question s'adresse à M. Qdiri. Est-ce que Mastercard a pensé aux tranches de population, le nouveau statut de l'auto-entrepreneur qui est lancé en octobre et qui s'adresse à 4 à 5 millions de populations marocaines, lorsqu'on sait que cette tranche de population n'est pas bancarisée et même travaille dans l'informel ou des auto-entrepreneurs. Merci. Faisal, tu réponds à cette question, puis après, Oui, la dame... D'abord, répond à la question, puis après, vous posez la vôtre. Alors, bien sûr, donc là, on parle de la micro-entreprise. Et bien entendu, dans notre stratégie, nous développons des solutions, parce que ce n'est pas que... Il le disait, notre cher ami Moubarak, le citoyen, il est en même temps actif et il a soit sa petite entreprise, etc. Mais bien entendu qu'on considère ceci. Et vous êtes de la Confédération Générale des Entreprises, c'est ça? Ou de l'association? D'accord. Eh bien, écoutez, bien sûr, nous développons des solutions. On parlait de ces solutions en paiement mobile, des solutions par carte, etc. Même au Maroc, on avait failli, à un moment donné, travailler avec le gouvernement marocain par rapport à la distribution des aides sociales et des pensions de retraite et des aides sociales, notamment à la micro-entreprise. Bon, après, ça, pour des raisons électorales, etc., ça ne s'est pas fait, mais c'est toujours dans l'ordre du jour et c'est avec plaisir qu'on pourra s'échanger ensuite pour parler plus voilà, tout à fait, de ce que l'on peut offrir à la micro-entreprise. Merci. Merci. Alors, Oui, une merci. question au fond. Oui, rapidement. Je remercie les intervenants. Je suis Madame Roudiès Guedira, je suis professeure d'économie à l'ENA, membre de l'association Business Women and Professional et présidente de l'association Nebta Maroc pour l'entrepreneuriat social et durable. Tout à l'heure, Monsieur Richardson, vous avez parlé du banking par Internet comme solution de problème. Et ma question s'adresse à tous les intervenants. Que pensez-vous en fait de ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement donc participatif en fait, donc par la foule en traduction littérale, et donc qui en fait fédère des financements le plus grand nombre de financements différents.
et qui relève en fait d'une action beaucoup plus globale qui est la consommation collaborative et qui est aujourd'hui utilisée massivement par les startups. Comment ça se fait que vous n'en avez pas parlé et qu'en pensez-vous? Et merci. Brian? Excusez-moi, si vous... Une dernière question de ce côté-ci. Allez-y. Madame, je voudrais vous poser une question sur les aspects réglementaires. Quels sont vos rapports aux autorités de régulation, notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal? Et quels sont les aménagements réglementaires qui ont dû être apportés pour rendre votre activité possible? Merci. Alors, tout d'abord, c'est Brian, je crois, qui était questionné sur la question du crowdfunding. Crowdfunding, it certainly is taking off. I was recently, or last week, at a conference in Washington. 90% of it was around alternative funding means, including crowdfunding. It's facilitated fantastically through the use of mobile technology. Because you put a group of people together, they approve payments, they approve the loan, they manage the payment. So it takes a lot of the burden away from the traditional banks that aren't really into that micro-lending business. So I think it's fantastic. I think it's just starting, but we're going to see a massive surge in it. Rania? Je crois que c'est par rapport à la régulation. Sur les aspects réglementaires, écoutez, nous aujourd'hui on est régulé auprès de l'autorité de contrôle prudentiel en France, donc auprès de l'ACPR, et c'est relatif à la Banque de France. On a un statut de distributeur de monnaie électronique, vous en parliez tout à l'heure. Donc c'est un statut qui est un peu plus souple qu'établissement de paiement et qui permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui, donc notamment transférer de l'argent sur des portefeuilles de monnaie électronique au niveau des bénéficiaires. La différence, c'est qu'on n'a pas de statut réglementaire en Afrique parce qu'on intervient comme... on paye tout simplement les fournisseurs. Nous, les bénéficiaires économiques de notre solution sont les marchands. Donc on a un réseau de retailers qu'on recrute. Tous nos retailers sont enregistrés auprès de la Banque de France et auprès de l'autorité de contrôle prudentiel. Il faut forcément qu'ils aient certaines requirements qui sont demandées, un statut, un cabis, etc. Donc par exemple, le petit commerçant qui n'est pas bancarisé, qui n'a pas les documents nécessaires, n'est pas éligible à intégrer notre réseau de partenaires. C'est aussi une preuve de qualité. Mais sur le statut réglementaire en Afrique, nous on paye simplement le fournisseur, donc on intervient comme prestataire de service. Voilà. Merci. Juste sur le crowdfunding, peut-être. Ah, oui, bien sûr. Faisal. Pardon. Il faut appuyer. Ouais, il faut que l'appui d'abord. Non, c'est pas de problème. Oui, donc oui, pour le crowdfunding, bien sûr, c'est un modèle de financement participatif. On pourrait dire islamique, entre parenthèses. Et bien entendu, la source des... C'est-à-dire les comptes que l'on débite pour faire ce funding-là, généralement, c'est des cartes. Donc on utilise, il y a une complémentarité entre cartes. Brian parlait des mobiles, mais également entre cartes. C'est-à-dire que moi, je suis en France, eh bien, je veux participer à aider la coopérative d'Agadir pour l'huile d'argan. Eh bien, je vais faire débiter ma carte à travers le e-commerce, l'Internet, pour créditer ce compte de cette coopérative ou le compte de la petite société ou micro-société en question. Donc les cartes sont énormément utilisées pour fonder ou en tout cas apporter des sources financières à ces micro-entreprises. Voilà. Alors, je voudrais juste rajouter un mot en tant qu'entrepreneur justement sur le crowdfunding. C'est un instrument d'investissement qui est très intéressant pour les entrepreneurs, pour les startups. Dès lors qu'effectivement, si on ne trouve pas de financement, et moi je le vois beaucoup, je fréquente beaucoup d'entrepreneurs qui sont tournés vers le continent africain en France et qui font appel justement à ces solutions de crowdfunding parce que ils n'arrivaient pas, parce qu'il y a 3 ans, à aller lever des fonds pour investir sur le continent africain. C'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a des étoiles dans les yeux quand on parle de l'Afrique. Il y a 3 ans, c'était « Ah non, je n'investis pas là où je connais pas ». Donc effectivement, il y a plusieurs personnes qui font des campagnes de crowdfunding pour trouver les financements nécessaires, mais ça va être souvent sur des montants inférieurs à 1 million d'euros. Donc on est vraiment sur du seed, donc l'investissement assez petit. On veut monter une société, on veut tester un marché, on fait une campagne de crowdfunding. Et il y a aussi un aspect dont on n'a pas parlé, mais qui est la valorisation. Donc quand on est entrepreneur,
on lève de l'argent, mais la valeur clé, c'est le nombre de parts aussi qu'on a de notre société, parce que c'est le principe, c'est on est entrepreneur, ça nous appartient, on est intéressé au succès justement de notre entreprise. Donc, et justement l'avantage aussi des campagnes de crowdfunding, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de problématiques de valorisation. Si on met une valorisation à 20 millions d'euros ou à 10 millions d'euros, ça ne va pas changer grand-chose, parce que les gens sont plus dans une optique d'aider, de participer à l'émergence d'un projet. Ah, j'ai envie de voir cette technologie naître, je trouve ça super, je vais mettre un peu d'argent et peut-être que ça reviendra un jour. Sinon, c'est assimilable à un don. Voilà. Alors, je crois qu'il y a le jeune homme devant qui avait la main et on m'a dit qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Est-ce qu'il y a des étudiants aussi qui veulent poser des questions? Donc alors le deuxième, donc vous et le deuxième derrière. Oui, donc je me présente, c'est Mehdi Dihya. Je suis un étudiant du management international à Fès. Alors j'ai deux petites questions rapidement. Donc la première, oui, très brièvement. La première question, c'est que les startups dont on a parlé, ce sont des startups qui parlent surtout d'usage de téléphone et de technologie, et surtout ici en Afrique. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des problèmes, surtout quand on parle de pays en voie de développement, en termes de confiance en technologie? Est-ce qu'il y a assez de confiance en technologie pour faire ces transactions par téléphone? Surtout quand on parle des pays en voie de développement et où le taux d'analphabétisme est un peu élevé. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est pour vous, Monsieur Khediri, puisque j'ai vu que vous avez vraiment apprécié les startups, et d'ailleurs, vous avez aussi des partenariats avec. Est-ce que vous ne pensez pas que ces formes de startups risquent de faire disparaître la forme classique de la banque? Est-ce qu'on n'est pas dans la perspective de faire disparaître le sens humain de la banque et rester seulement, comme M. Richardson a dit, qui n'a pas visité sa banque depuis 22 ans, il est sur sa banque directement depuis son téléphone. Est-ce qu'on n'est pas dans la perspective de supprimer le sens humain et le relationnel de la banque? Et merci. Okay. Alors, Brian, est-ce que justement la banque traditionnelle et les outils, ce qu'on appelle FinTech, Financial Technology, doivent permettre en fait de marcher sur les deux jambes, et l'un ne doit pas disparaître par rapport à l'autre? Est-ce qu'il doit y avoir une complémentarité? Est-ce qu'il doit y avoir une subsistance quand même des banques physiques? Yeah. It's a very good point, and it's a debatable point. I'm sure there are some bankers here. Banks are not innovative. It's just not part of their DNA. It's not part of their culture. I've had the privilege of working with Mohamed Yunus, the Nobel Prize winner. And he just says it's a bridge too far for the banks to be everything to everybody. I don't think any business on earth can be everything to everybody. We've all got a specialization and a segment of the market that we need to serve. The DNA of the bank, it's been created to serve the upper and middle class and corporate market. That's its DNA. It does not have the means or the mechanism or the passion or the enthusiasm to deal with the chaos of the low end of the market. So that begs another question. Should we allow new entrants? Banking is a highly regulated space, and I'm not saying that it shouldn't be regulated. I talk to regulators all the time. The fact that a farm laborer who is earning $120, $200 a month cannot have a bank account because they cannot produce the right paperwork, that is crazy. It is morally wrong, and somebody should actually start to do something about it. We have had this KYC and AML regulation in place now for the last 11 years. I would like somebody, some student, to do a research paper at what it has cost the financial services industry to implement these regulations. How many successful prosecutions have there been? How many terrorists have they caught? How much money laundering have they stopped happening? Because it is getting to be stupid that you cannot give a farm laborer a bank account because they cannot produce the right paperwork. It just makes me absolutely mad. Is there a role for banks? Yes, of course there is. Financial inclusion implies a lot more than just the ability to send money to friends and family and a cheap way to buy airtime or a convenient way to buy airtime.
People want access to full financial services, which includes savings, which includes access to microinsurance products, which includes access to loans. And banks are ideally positioned to serve that, to provide that. Can they give it to everybody? I'm not sure. But as people move up the financial access ladder, so they will be able to do so. Alors, voilà. Bonjour, je vous félicite pour votre présentation. Je me présente, Anwar Moutawakil, étudiant à une école de management à Tanger. Ma question est pour M. Khdiri. Est-ce que votre société collabore avec des banques pour instaurer une culture de banque en Afrique? Car il y a un taux de bancarisation qui est très faible. Sinon, est-ce qu'il y a des efforts pour inciter les gens à se diriger aux banques et à placer leur épargne et faire confiance à ces banques? Merci. Faisal. On va répondre à la question de la relation humaine et on reprend juste après parce que sinon ce ne serait pas juste. Le jeune homme il a posé une question et on le laisse en bas. Ah, on te presse, ok, d'accord. La relation humaine, je crois que Brian a répondu en grande partie, mais c'est vrai que la relation humaine, elle va rester peut-être pour les riches, la jet society, les grandes entreprises, etc., et où la relation peut-être humaine est importante, mais pour la masse, c'est l'utilité. Lorsque vous faites la queue pendant des heures pour payer votre électricité et que subitement avec votre portable vous pouvez gagner du temps parce que vous travaillez, vous devez vendre vos salades à la sortie des mosquées ou etc. Si vous savez par l'éducation et ce besoin-là, parce que ces gens-là, on le disait, ils sont pas stupides, hein, ils veulent gagner de l'argent, hein, et il a une comptabilité. Il sait exactement combien de pommes il a le matin, combien ça lui a rapporté et à la fin, etc. Donc, peu importe la relation humaine, la confiance, la banque aura un autre rôle et elle se focalisera plutôt sur ces segments-là où la relation humaine est importante. Et la masse, elle va se focaliser sur ces nouvelles technologies parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et la confiance viendra avec l'usage. Par rapport à donc la question, les banques. La question du monsieur, c'était que compte faire Mastercard pour accompagner les banques, la bancarisation, etc. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, mais d'une manière générale, on va travailler avec les banques centrales ici pour essayer de mettre en place les banques centrales et d'ailleurs même les gouvernements. Même les gouvernements. Les exemples que je vous ai donnés, c'est souvent il y a des gouvernements là-dedans. Le Nigeria, par exemple, c'est le ministère des Finances qui a dit « Ok, accompagnez-moi » ou la Banque centrale d'Égypte et le ministère des Finances d'Égypte qui a dit « Accompagnez-moi pour bancariser cette population et trouver des solutions qui soient, disons, très abordables, pas chères, etc., accessibles à tout le monde. » Et c'est ce que l'on fait. Donc c'est une bancarisation en utilisant ces nouvelles technologies avec les supports des régulateurs et de tous les stakeholders qui sont parce qu'effectivement, là je parle de Mastercard et ça fait comme si, de manière fanfaron, Mastercard a toute la solution à elle-même et c'est elle qui fait tout ça. Pas du tout. On est comme un intégrateur, si vous voulez. On est là au milieu et il va y avoir Rania qui va apporter sa solution de cash to good et on va mettre Rania dans la loupe. On va amener Brian parce que Brian, il a un réseau plus important et il utilise très très bien le mobile. On va apporter HPS, une société marocaine parce qu'elle est très forte en matière de sécurité et en matière de gestion de la biométrie, etc. ou S2M ou autre. Et on a comme ça une solution, disons, globale, intégrée, qui prend en considération tous les challenges, et notamment les challenges de la sécurité, etc. Et on peut avoir également le gouvernement pour nous accompagner par rapport à l'éducation de la société et des gens à utiliser comme ça ces solutions-là, qui sont plus pratiques, plus abordables, etc. Merci. Bon, je pense qu'on peut applaudir une nouvelle fois Brian Richardson, CEO de Wizit, Rania Belkhaya, CEO d'Afri Market, Faisal Khdiri, qui est le directeur de Mastercard Africa, bien sûr Moubarak Mouyika, qui nous a quittés, qui est le CEO de Zagas. Merci pour ces échanges, c'était vraiment passionnant. Je suis moi-même Samir Abdelkrim, je suis le fondateur de startupbricks.com, un blog et une société de conseil qui est spécialisée sur l'innovation dans les pays émergents. Bien, je pense qu'on est arrivé au terme de la discussion. Qui va se poursuivre bien sûr de manière assez bilatérale. Merci encore et
Bons travaux, belle journée et à très vite. Merci.